Le cours qui débute aujourd'hui, le cinéma populaire américain, n'est pas un bilan du cinéma d'Hollywood. Ce n'est pas, si vous voulez, l'histoire ou une étude de l'histoire du cinéma américain. Ce n'est pas non plus une étude des grands mouvements ou des grands genres cinématographiques américains, le western, si vous voulez, la comédie musicale, le film catastrophe, etc. Même si, au cours de nos émissions, nous allons toucher ces thèmes-là, mais par la bande, indirectement. Ce qui nous intéresse directement, essentiellement, pendant toute la durée de ce cours, c'est l'analyse des structures, des patterns, ou si vous voulez de façon plus simple, des techniques de base de l'hollywoodisme. Et cela dans le but de saisir comment ces techniques de base s'y prennent pour véhiculer, charrier, réinstaller, renforcer et produire en nous les mythes fondateurs de la nation américaine. Autrement dit, nous analysons le filmique hollywoodien dans le but de saisir en sous-jacent, en dessous, le mythique américain. Comme le dit Lévi-Strauss, qui donne une définition extrêmement intéressante du mythe, c'est la réorganisation de résidus d'événements. Et on sent très bien qu'il y a une grande parenté entre mythique et filmique, puisqu'aussi bien le film, c'est la réorganisation par le montage de résidus d'images. Pour faire court, résumons-nous, nous étudions les grandes techniques de base de l'hollywoodisme, le chant contre chant, le shot, reaction shot, l'espace qui précède la venue du personnage, le montage parallèle, et puis aussi la voix off et la voix in. Et dans le but de saisir, je le répète en sous-jacent, les grands mythes américains, l'égalité des chances, la frontière, l'individualisme tempéré par le bon voisinage et l'entraide, la bénédiction divine, la frontière, le populisme, le grand mythe antinomique civilisation-sauvagerie. Et au sortir de ce cours, les étudiants devraient avoir une meilleure connaissance de la culture américaine. 2 livres obligatoires. Les mythes fondateurs de la nation américaine par Elise Marianne Strass, publié chez Maspero, et un livre que j'ai écrit, Le secret du star système américain, publié à l'Hexagone. Il faut bien se dire au départ ceci. Le cinéma des Québécois, ce n'est pas le cinéma québécois. C'est le cinéma américain. J'ai lâché cette phrase il n'y a pas très longtemps dans un colloque en Haute-Bretagne où je parlais du cinéma québécois. Et il y a un étudiant de l'Université de Rennes qui était dans la salle et qui a levé la main et qui a dit « Mais le cinéma des Français, ce n'est pas le cinéma français, c'est le cinéma américain. » Et on peut dire ça pour les Allemands, les Anglais, les Italiens, pour les proches orientaux, pour les pays, pour les gens d'Amérique du Sud en général. Figurez-vous, dans l'été 1994, 14 semaines de cinéma américain qui ont déferlé sur tous les écrans du monde, 2,5 milliards de dollars de recettes. Deuxième recette nationale aux États-Unis après l'aéronautique. Pour le seul Jurassic Park, pendant une année qui a fonctionné sur les écrans, il a fait 1 milliard de dollars. D'ailleurs, je reparlerai du Jurassic Park tout à l'heure, très bientôt, parce que le Jurassic Park, qui est fait par Spielberg, c'est le type parfait du cinéma hollywoodien. Et Spielberg est le plus hollywoodien de tous les cinéastes américains. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir du cinéma américain, ce pouvoir hégémonique du cinéma américain?
qui fonctionne dans le monde entier. Il faut réfléchir là-dessus. Il me semble, ça fait quand même un certain temps que je réfléchis sur le cinéma américain, il me semble que ce sont les Américains qui ont, je dirais, inventé, en tout cas certainement cristallisé, organisé ce que j'appellerais le système cinéma. Le système cinéma, salle obscure, écran lumineux. Toute l'obscurité dans la salle et toute la luminosité dans l'écran. Un lieu unique, singulier, lumineux. Le champ. Un lieu hétérogène, pluriel, qui est le contre-champ. Déjà, dans le système cinéma, vous avez champ contre champ. Et depuis que le cinéma existe, depuis, on va bientôt fêter le 100e anniversaire de l'invention du cinéma. Depuis que le cinéma existe, la salle a toujours été obscure et l'écran a toujours été extrêmement lumineux. Ça, c'est un système cinéma qui vaut pour tous les cinémas. Mais je dirais que le coup de génie d'Hollywood, c'est d'avoir surplombé ce système-là, c'est un système duel, champ lumineux, contre-champ obscur jusqu'à l'obscurantisme, c'est d'avoir surplombé ce système-là de l'Olympe des stars. Beverly Hills, où se trouvent les stars, et qui est une montagne, un peu comme la montagne de l'Olympe en Thessalie. C'est une montagne des demi-dieux, des dieux, des stars. Et ces stars-là, qui dominent déjà, si vous voulez, le monde ordinaire, la majorité silencieuse, ces stars-là, déjà, sont illuminées, vivent dans des demeures princières, dans des piscines de marbre, et depuis toujours dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Et il y a encore aujourd'hui des autobus nolisés, avec des plexiglas partout, où les gens vont lentement observer, admirer les maisons fabuleuses des stars. Alors vous voyez, ces stars qui sont déjà un peu mythiques, qui sont déjà plus ou moins réelles, et qui sont déjà enfermées dans des photos immobiles de magazines, ces stars-là s'en viennent s'installer dans l'écran lumineux et rendent l'écran encore plus lumineux pour rencontrer la salle obscure. Ce rapport est absolument fondamental dans le cinéma américain et c'est pour ça qu'il fonctionne. Vous savez, Mussolini, qui est un mégalomane, a tenté d'installer le système cinéma. Il a tenté ça du temps du fascisme. Cinecittà, la cité du cinéma, où il voulait avoir des images laïques qui flanquaient les images saintes du Vatican dans un certain sens. Mussolini a créé un lieu des stars. 800 000 mètres de surface, 12 plateaux, dont le 5e est encore le plus grand du monde, dans lequel Fellini a fait tous ses grands films, des ateliers multiples, des restaurants, des bars sur pelouse fleurie. Il a tout fait pour battre Hollywood sur son propre terrain. Ça a duré 10 ans. Le néoréalisme italien est arrivé, a détruit le système du cinéma, parce que le néoréalisme italien, qui a eu un certain succès, c'est l'absence de stars. C'est le non-acteur, c'est caméra dans la rue, presque documentaire. 20 ans avant Mussolini, les Allemands ont essayé d'organiser le système cinéma. Ils ont fondé UFA, Universum Film Gesellschaft, et les grandes aciéries Krupp, les grands techniciens Farben ont mis beaucoup de fric pour essayer de former ça. Et ils ont réussi. Ça a duré encore à peu près la même chose que pour Mussolini. Ça a duré à peu près 10 ans. Et ils ont produit les plus grands films du cinéma allemand. Ça a été détruit, comme vous le savez, avec l'arrivée du nazisme. Et vous savez que Hitler, on pourrait réfléchir là-dessus, a tenté d'installer le système cinéma. Ça n'a pas fonctionné.
Alors écoutez, réfléchissons un peu. Trouvez-moi dans le monde un système plus adéquat, plus efficace, plus puissant que le système cinéma pour faire la cohésion des States, des USA. Les États-Unis, c'est le melting pot. Les États-Unis, c'est fait d'immigrants venant de tous les pays du monde. Et au temps du Nickelodeon, c'était les immigrants qui venaient dans les salles, qui envahissaient les salles obscures. Des immigrants qui avaient une multitude de pensées mentales, plurielles, ésotériques, hétérogènes, et peut-être subversives, dangereuses, et qui venaient s'engouffrer dans les salles de cinéma, et qui avaient le regard fixé progressivement par les techniques cinématographiques américaines vers l'écran lumineux où venaient les rejoindre les stars enrobées de mythes, enrobées des mythes fondateurs de la nation américaine. Alors progressivement, à mon avis, il s'est passé un phénomène étrange, comme si toutes ces idées subversives, ces pensées mentales venant de tous les coins du monde s'évacuait progressivement du spectateur pour laisser entrer l'idéologie, la mythologie américaine, le way of life américain, unificateur de cohésion, et qui était exprimé par les acteurs et les actrices qui descendaient de l'Olympe, de Beverly Hills, et qui venaient s'installer dans cet écran lumineux pour rencontrer la salle obscure. Ceci me paraît extrêmement important. Pendant toute la série de ces cours, nous allons tenter de travailler, d'analyser les techniques, comme je l'ai dit dans le premier cours, les techniques de base de l'hollywoodisme. Or, quand on y réfléchit, ces techniques de base sont toutes organisées dans une espèce de système duel, le champ contre champ, le plan d'action, le plan de réaction. L'imprégnation dans l'espace réel, l'imprégnation de l'acteur pour sa détonation, acting out. Le montage parallèle, qu'est-ce que c'est que le montage parallèle? Deux lignes d'action en parallèle. Tout un système binaire qui vient, au fond, concrétiser, rencontrer le binarisme écran lumineux, salle obscure. Alors, il importe de réfléchir à ça parce que c'est absolument fondamental dans le système cinématographique américain. Il est évident que toute la stratégie des grands hollywoodiens, des grands rhétoriciens du cinéma d'Hollywood, c'est d'amener la salle obscure à fixer son regard sur l'écran lumineux. C'est ça la stratégie, la fixation du regard, le dressage de l'œil. J'ai étudié dans le livre que je vous ai proposé, que j'ai écrit sur le Star System américain, j'ai étudié le reaction shot. D'ailleurs, je vais y revenir constamment pendant ce cours. La reaction shot, c'est la réaction d'acteurs ou d'actrices secondaires sur l'acteur ou l'actrice principale écranique, dans l'écran. Des réactions de stupéfaction, d'admiration, parfois prises en contre-plongée, qui amènent progressivement la vedette, la star, à s'installer au centre géométrique de l'écran, et l'écran est illuminé avec un projecteur, où l'actrice est illuminée dans le studio par des projecteurs, ce qui amène l'écran lumineux à une plus grande luminosité.
le cas de Marilyn Monroe est célèbre. Marilyn Monroe, qui n'était pas une très grande actrice, qui n'était pas une très grande chanteuse, dans presque tous ses films, elle est entourée de reaction shots, d'actants, de réactions à l'intérieur de l'écran vers elle. Et ces réactions-là, au fond, sont nos délégués. Progressivement, nous épousons les regardant sur la regarder, et elle devient tout à coup absolument magnifique. Elle devient une beauté, elle devient une grande chanteuse, une très grande actrice. Il est important de réfléchir à ça parce que je vais maintenant vous parler de deux séquences de Jurassic Park qui expriment très très bien, mais de façon tout à fait claire, ce rapport salle obscure, écran lumineux et cette stratégie du dressage de l'œil. Première séquence de Jurassic Park. Je vais tenter de vous la décrire dans tous les détails, le plus de détails possible pour qu'on comprenne bien le propos. C'est au début du film, après le générique. Et le paléontologue, qui va vite devenir le héros de l'histoire, est en train de faire des fouilles dans le désert de Montana avec son équipe, et en particulier avec sa collègue, la paléobotaniste. Et il déterre un fossile de Vélocipastor. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Spielberg a installé parmi le groupe qui observe la scène un enfant, un garçonnet d'à peu près 12 ans au regard rieur et qui regarde à droite et à gauche et qui n'est pas très intéressé par la découverte. Et il va même jusqu'à dire c'est comme une grosse volaille, c'est pas épeurant, c'est pas dangereux. Et là, c'est toute la stratégie de Spielberg. Le paléontologue va lui servir un discours absolument terrorisant. Il va le contourner, il va le circonvenir en fixant constamment dans le cercle, en le mettant dans le cercle, au centre du cercle, et en fixant son regard sur lui, un regard terrorisant. Et puis, il va lui décrire la férocité des dinosaures, et du Vélocipastor en particulier. Et il va terminer son discours sur cette phrase « Tu es vivant et il te dévore les entrailles ». L'enfant, à la fin de la séquence, l'enfant a tout à coup le regard fixe, le regard qui ne sille pas comme le regard de la caméra sans paupières. Et il regarde en faible contre-plongée et regarde vers le hors-champ, le lieu où vont surgir les monstres, les dinosaures. J'ai vu le film 3 fois avec des enfants. J'ai amené 2 petits-neveux, à peu près de cet âge-là. Et je vous assure, jusqu'à cette séquence-là, jusqu'à la fin de cette séquence-là, ils rigolaient dans la salle et d'autres enfants qui venaient en groupe faisaient la même chose. Ils ne regardaient pas constamment et tout le temps l'écran. Ils n'étaient pas séduits complètement, pas encore. Mais au moment de ce plan-là, dans la salle, on sentait les regards orientés tous vers cet écran lumineux. Des œillères étaient placées entre ces enfants. C'est le système de la caverne de Platon. Vous connaissez le mythe de la caverne de Platon. Tous ces gens enfermés dans la caverne et qui regardent tous vers cette luminosité du feu devant lequel passent des hommes qui font des ombres, déjà des images. Deuxième séquence de Jurassic Park. De même que Spielberg a voulu accrocher
les enfants qui viennent voir son film, les accrocher à l'écran lumineux. Ainsi va-t-il le faire pour les adultes qui accompagnent les enfants ou qui sont venus tout seuls. Il veut faire un film qui atteint tous les âges et tout le monde. Et de même que la séquence de la fascination du garçonnet, qui est le délégué écranique des garçons ou les enfants de la salle, de même que cette séquence se passe au tout début du film, ainsi, la séquence de la fascination des adultes va se passer au tout début de l'aventure dans le parc. Nous sommes dans le parc Jurassique au tout début, avant l'horreur. Dans une Jeep, il y a les deux personnages que nous avons déjà vus, que nous connaissons déjà, le paléontologue et la paléobotaniste, qui sont tous les deux assis dans une Jeep. Tous les deux portent des verres fumés qui masquent les regards, qui empêchent de voir l'orientation de ces regards. Et à un moment donné, ils stoppent dans le parc, la caméra est sur eux, médium long shot, pas encore rapproché, et on les voit tous les deux dans l'écran. Et Spielberg va d'abord s'occuper de l'homme. Je vais vous noter tout de suite que c'est extrêmement important qu'il y ait ce couple-là, homme, femme, il y a eu l'enfant, la famille américaine. Il va d'abord s'occuper du paléontologue. La caméra est sur lui, mais on voit à gauche sa compagne. Et à un moment donné, on sentait que le paléontologue avait la tête un peu tournée à gauche, et tout à coup, il la tourne vis-à-vis nous, vis-à-vis la caméra, vis-à-vis l'écran, et il porte toujours des verres fumés. Il a un chapeau, il enlève son chapeau, il se lève lentement, il enlève ses lunettes et il fixe l'écran d'un regard absolument envoûté, d'un regard fasciné. Il est debout, il voit. Nous savons qu'il voit. Nous, spectateurs, nous ne voyons pas encore. Et Spielberg va beaucoup plus loin. Il met tous ses œufs dans le même panier. Il va donner un regardant allié à ce regardant-là. Il va lui donner sa compagne, la femme. Et le paléontologue, de sa main aveugle, parce qu'il ne veut pas quitter le hors-champ, il touche la tête de la jeune femme et il la tourne vers le lieu des dinosaures. Nous savons qu'ils sont là. Et elle enlève ses lunettes, elle se lève, et nous avons les deux paléontologues, qui sont évidemment des amoureux des dinosaures, qui mieux qu'eux peuvent regarder avec autant d'intensité et autant d'amour des gens qui n'ont pu avoir sous leur palette que des restes de dinosaures. Voilà maintenant qu'ils voient des dinosaures vivants. Nous avons donc 4 paires d'yeux qui fixent intensément, je dirais, l'écran lumineux, le hors-champ. Mais ce n'est pas tout. À ce moment-là, on devrait voir, nous, spectateurs dans la salle, c'est le temps qu'on voit, nous aussi, on veut voir ces dinosaures. On sait qu'ils sont là, on ne les voit pas encore, mais on veut les voir comme eux. Il ne nous les fait pas voir sans eux. Le plan qui vient ensuite est un plan d'ensemble, et c'est absolument remarquable. Plan d'ensemble, la caméra est placée derrière la Jeep. Nous voyons les deux personnages debout, comme sur les premiers siège d'une salle obscure et qui regarde en contre-plongée les brontosaures qui se déploient dans la plaine. Et nous regardons simultanément, nous, de la salle obscure, comme eux. Nous regardons comme eux exactement les dinosaures. Ce n'est pas innocent, c'est drôlement monté, cette séquence, extrêmement organisée pour la fixation du regard, le dressage de l'œil de la salle obscure, pour la luminosité de l'écran unique où s'installent les mythes. Et là, on va parler bientôt des mythes, parce que ce paléontologue, il exprime le mythe de l'individualiste tempéré par l'entraide et le bon voisinage. Et c'est le mythe qui réinstalle en nous. Au prochain cours, je vais recevoir
mon grand ami Louis Balthazar, politicologue, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Louis Balthazar qui a écrit plusieurs livres, de nombreux articles sur la politique extérieure et intérieure américaine qui est extrêmement au courant du système américain et de la culture américaine. Il a d'ailleurs étudié longtemps à Harvard, il connaît très bien tout ça. Et avec lui, nous allons nous entretenir de ces mythes dont je vous ai parlé au premier coup.